qui... Et un CAC 40 qui progresse légèrement de 0,4% ce début de semaine, 4341 points, plombé, il faut bien le dire, par un secteur qui marque ce début de semaine, le secteur télécom qui flanche, c'est le moins qu'on puisse dire. Bouygues et Lanterne Rouge après l'échec de la fusion du rapprochement avec Orange. Bouygues perd 15%, Orange limite un peu les dégâts et ne perd entre guillemets que 5,8%. Secteur télécom, tiens, on va en parler avec Jean-François B. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Guillaume. Directeur général de Morningstar France. On a aussi Iliad et Numéricable SFR qui se cassent la figure de 15% aujourd'hui à la Bourse de Paris. Qu'est-ce qu'ils se disent les marchés? Que le secteur a laissé passer une occasion historique de se consolider? Oui, mais je pense que la consolidation de toute façon est un peu inéluctable dans le secteur. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 4 grands opérateurs. En Chine, il y a 3 grands opérateurs. En Europe, il y a à peu près une centaine d'opérateurs avec 4-5 opérateurs par pays. Et donc, mécaniquement, les marchés se doutent bien qu'on est rentré dans cette vague de consolidation depuis maintenant quelques mois, en faisant émerger des leaders nationaux, Telecom Italia, Deutsche Telekom, Telefonica, en Angleterre aussi, et on attendait en fait la consolidation du secteur français. C'est pas pour forcément faire plaisir aux autorités de concurrence et aux consommateurs, parce qu'on a toujours la crainte d'une hausse des prix, mais c'est aussi pour faire face, surtout pour faire face aux enjeux futurs. C'est-à-dire qu'on a des investissements qui sont colossaux, on a aussi un changement de business model, des valeurs qui sont plutôt des valeurs de croissance avec des contrats, donc c'était des contrats pluriannuels, une sorte d'oligopole, avec une industrie qui est maintenant sans engagement et qui mise beaucoup sur le contenu et sur le service. C'est télécom média, on le voit, c'est les films, c'est l'abonnement de séries, c'est le sport, et donc ce contenu et ce service sont plus importants ou aussi importants que l'abonnement télécom en tant que tel ou le smartphone. Avec une consommation, donc il va falloir investir dans la 5G, il va falloir investir dans l'infrastructure. Et ça aurait été plus facile à 3, 4, c'est ça l'idée. C'est pour ça que les marchés sanctionnent le secteur aujourd'hui. On était obligé de réduire le nombre d'opérateurs pour pouvoir faire face, améliorer la couverture et les montagnes d'investissement. Aujourd'hui, Bouygues Télécom est valorisé à peine 10 milliards d'euros. Iliad et Altice aussi, la maison mère de SFR aussi, et Orange à 40 milliards. Donc on voit aussi qu'il y a un aspect un peu spécifique sur Bouygues. La partie télécom tire vers le bas en fait un groupe qui à 80% est plutôt orienté vers, dont le chiffre d'affaires est plutôt immobilier, infrastructure. Donc le groupe Bouygues aussi cherchait sans doute à clarifier un peu sa position. Donc aujourd'hui, je pense qu'on recule pour mieux sauter. On a Parce que Bouygues ne pourra pas rester seul quoi qu'il arrive, c'est ça. On reporte juste l'échéance. Les 3 autres opérateurs pourront pas rester seuls, c'est sûr. Ouais. Après, comment on va se faire? C'était il y a pas longtemps Bouygues, Altice. Hier c'était Orange, Bouygues. Demain ce sera peut-être SFR, Altice. Enfin bon, donc on attend d'autres mouvements de consolidation. C'est peut-être pour les investisseurs un bon thème justement pour revenir marché. On a des Bouygues ou des Orange qui délivrent du 4,5 de rendement avec des PE qui sont autour de 15, je crois, pour Orange. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que les gérants value, les stock pickers s'y sont intéressés depuis peu. Nous, chez Morningstar, on s'est rendu compte que ça faisait partie un peu des top holdings. Si vous regardez les principales positions des portefeuilles chez DNCA, Métropole Sélection, Finance de l'échiquier, vous allez voir en fait chez Métropole Sélection, DNCA Value, échiquier value, ce type de société télécom apparaître parce que on est passé de valeur de croissance à value, c'est-à-dire des sociétés qui sont très peu valorisées en fait et qui sont assez peu chères. Donc on peut peut-être suivre ces gérants de conviction pour revenir aujourd'hui. Et voilà, et pas forcément avoir peur de cette baisse des marchés. Pourquoi pas y voir une éventuelle opportunité? Bouygues qui perd aujourd'hui 15%, comme Iliad, comme Numéricable SFR, et donc Orange qui limite un peu les dégâts dans cette histoire. C'est vrai qu'on nous dit qu'Orange est peut-être celui qui a le moins à perdre, qui a le plus de moyens justement de réaliser ces investissements en infrastructure nécessaires dans les prochaines années. Et donc Orange, malgré l'échec, recule moins que les autres, moins 5,8% en ce moment. Bon, il y a le secteur télécom qui marque ce début de semaine, et puis bien sûr, c'est aussi un début de trimestre, et on se demande quelle thématique privilégier bourse pour ce nouveau trimestre qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut privilégier au regard déjà de ce qui a bien ou mal performé au premier trimestre qui vient de s'achever, Jean-François? C'est assez incroyable de savoir que la classe d'actifs qui a le mieux performé en zone euro aujourd'hui sont les obligations long terme. C'est pas du tout ce qui était anticipé par les gérants et les experts. On est à peu près de l'ordre de 7 à 10% de performance sur les placements obligataires.
On se rend bien compte que c'est à l'image de l'environnement actuel en Europe, où en fait les inquiétudes du début d'année ont perduré. Aujourd'hui c'est les télécoms, hier c'était les valeurs financières qui étaient un peu dans la tourmente, alors même que la BCE est intervenue fortement. Malheureusement, la BCE, donc le quantitative easing et les actions de la BCE ont plutôt profité au marché obligataire, donc emprunt d'État et crédit, qu'au marché actions. Les investisseurs ne veulent pas prendre des risques aujourd'hui en zone euro et en Europe. Et vous avez un taux 10 ans allemand qui vient de toucher les 0,11%. Donc vous avez du 0,11% de rendement. On était à 0,65% en début d'année, ce qui explique la bonne performance de la classe d'actifs. Ah oui. Et sur le crédit aussi, on a eu des bonnes performances au mois de mars. Donc, ce qui montre bien que on est un peu dans ce sentiment de déflation, de défiance par rapport à la politique de la Banque centrale. Là où sur d'autres classes d'actifs, sur d'autres stratégies, d'autres marchés, les performances du mois de mars et depuis le début de l'année sont plutôt honorables. C'est-à-dire que au mois de mars, les investisseurs ont été rassurés par la stratégie de la Fed et de la croissance américaine, l'emploi, la consommation des ménages, les indices de confiance des chefs d'entreprise. Quelle surperformance de Wall Street, hein, c'est vrai, par rapport à l'Europe. C'est plus de 5% de performance au mois de mars et ça continue. On est rassuré sur le plan de la croissance et de la consommation des ménages. Et la Fed est derrière. C'est-à-dire que la Fed a expliqué qu'elle allait prendre son temps pour ne pas trop durcir la hausse des taux. Du côté de la Chine aussi, il y avait des inquiétudes en début d'année qui sont un petit peu anticipées, qui sont un peu dissipées. La croissance, c'est-à-dire que les indicateurs ont finalement été un petit peu meilleurs que prévu. Et puis on a aussi des autorités de tutelle qui étaient derrière les marchés en disant vous inquiétez pas, on a un plan de relance, un plan B et on va pouvoir soutenir la croissance chinoise. Donc ce qui fait que rassurer côté Chine, rassurer côté États-Unis, il nous restait la situation européenne, mais même les Européens et même les internationaux ne veulent pas tellement investir en Europe. C'est aujourd'hui une source d'inquiétude. Je discute avec alors qu'en début d'année, tout le monde nous disait il faut privilégier l'Europe, et tout le monde s'est planté. Tout le monde s'est planté. En plus, on revient sur une zone d'inquiétude. C'est-à-dire que je parlais de la déflation, la conjoncture est quand même très, très morose. Les actions de la BCE pour relancer l'inflation, on est plutôt en déflation. Aujourd'hui, les chiffres d'inflation étaient négatifs. Donc la croissance, l'inflation, l'euro a plutôt eu tendance à monter. Donc la compétitivité des sociétés exportatrices, ça en prend un coup. Et puis les investisseurs internationaux nous parlent aussi du risque politique. C'est-à-dire que c'est bizarre, mais on nous dit aujourd'hui, attention, l'Europe, ce sont des élections majeures en 2017 en France et en Allemagne. Les choses peuvent changer du tout au tout en 2017. Élection en France, élection en Allemagne, ça peut complètement rebattre les cartes. On a le Brexit dans quelques mois ou quelques semaines. Et donc, l'Europe, il est urgent d'attendre. Ce qui fait qu'on est face à des investisseurs internationaux, des mains fortes, qui sont aussi, j'allais dire, en attente sur l'Europe. Ce qui donne à des marchés qui sont flat et qui, sur le CAC 40, tournent autour des 4300, 4400 points. C'est ça, on est en ce moment sur le CAC à un peu moins de 4350. Et parallèlement, vous le disiez, les émergents ont bien performé au contraire depuis le début de l'année. Et Wall Street aussi, c'est l'Europe qui est en retard. En termes de classe, de secteur, quelle leçon on peut tirer de ce premier trimestre pour essayer de trouver une allocation là pour ce nouveau trimestre qui est en train de s'ouvrir? En fait, moi, j'aurais tendance à suivre les investisseurs internationaux, suivre les mains fortes. On va avoir des marchés un petit peu décevants, en dents de scie, qui sont pas très, très, très porteurs. Il y a quelques temps, on avait privilégié les high yield, je ne sais pas si vous vous souvenez, en disant pour revenir sur l'Europe, il vaut mieux investir sur le crédit et le high yield. C'est clairement une stratégie que l'on continue à promouvoir. Et aussi plutôt privilégier les émergents et le marché américain pour jouer un petit peu indirectement cette reprise des marchés maintenant qu'on est un petit peu rassuré. Et très clairement, l'Europe a tendance à nous inquiéter. C'était le cas en fin 2015 et en début d'année. On l'a dit sur cette antenne et on continue à être très frileux, très prudent sur l'Europe. Le risque politique, les marchés détestent ça, les risques, l'incertitude, et on est plein dedans encore en Europe, même si la croissance est de retour. Draghi est tout seul et il peut rien faire. Relancer la croissance sans les politiques. Jean-François Bell, directeur général de Morningstar France. Merci d'être venu nous voir, Jean-François, pour ce nouveau trimestre donc, qui s'est ouvert vendredi et qui démarre dans l'incertitude. On le disait, on avait reculé vendredi, puis aujourd'hui on progresse un peu. Le CAC gagne 0,4% en ce moment.
Avec pour plus forte hausse des valeurs justement défensives. On joue donc la prudence. Sanofi gagne 4,3%, Pernod Ricard gagne 2%. Notez également Safran qui progresse d'1,5%. Et puis beaucoup de baisses sur le secteur télécom. Vous le savez, c'est ce secteur qui pèse un peu sur la tendance à Paris. Bouygues perd carrément 15% après l'échec des négociations avec Orange. Bouygues en forte baisse, mais aussi Iliad, moins 15,5%. Numéricable SFR perd aussi 17%. Bah oui, pour beaucoup d'analystes, tout le secteur avait à gagner dans un éventuel rapprochement entre Bouygues et Orange. Orange qui néanmoins limite ses pertes par rapport aux autres acteurs. Orange perd 6%. C'est beaucoup, bien sûr, mais c'est une perte 2 fois moindre que celle de ses concurrents. Également à suivre aujourd'hui, le titre Technip en baisse de 2% dans le sillage des cours du pétrole. Et oui, les cours de pétrole qui poursuivent leur repli. Depuis la semaine dernière, on avait connu un bon début d'année sur les cours du pétrole. Ils avaient bien rebondi. Puis depuis la semaine dernière, il y a un gros coup de mou. Il y a des doutes, notamment sur la réunion à venir de Doha, sur la capacité de cette réunion à créer un consensus sur un gel de la production. Et du coup, le baril de Brent à nouveau en baisse aujourd'hui à $38,40. Ça pèse, on le disait, sur Technip, mais aussi sur les autres valeurs parapétrolières. Valourec également en repli sur le SRD. Le CAC lui gagne malgré tout 0,46%, 4341 points en ce moment. Suivez les marchés sur tradingsat.com, le site bourse de BFM Business. Retrouvez votre rendez-vous avec Unilend.fr, site de financement des entreprises par les particuliers. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Alors en ce mois d'avril, on va bien sûr suivre les publications des entreprises qui vont commencer à pleuvoir la semaine prochaine, le 11 avril avec Alcoa qui ouvrira le bal aux États-Unis. Et bien sûr, on suivra de près à nouveau en ce mois d'avril les banques centrales. On va en parler avec Yannick Lopez. Bonjour Yannick. Bonjour. Directeur de la gestion de taux d'Ophi Asset Management. Que faut-il attendre en ce mois d'avril des banques centrales, Yannick? On a eu de bons chiffres, en tout cas en apparence, de bons chiffres sur l'emploi américain vendredi. Est-ce que ça pourrait pousser la Fed à relever un peu plus vite que prévu ses taux directeurs? Sur la réunion qui va se tenir ce mois-ci, non. Ce sera une surprise vraiment très très grande pour les investisseurs. C'est complètement hors de, selon moi, complètement hors de propos qu'elle fasse quoi que ce soit sur la prochaine réunion. C'est vrai que sur les dernières statistiques, on n'a pas que des mauvaises nouvelles. Évidemment, le marché de l'emploi reste assez soutenu, mais sur d'autres indicateurs de conjoncture, comme par exemple des indicateurs concernant le secteur manufacturier aux États-Unis ou en Chine, un secteur qui était particulièrement sous pression depuis quelque temps, ont eu tendance la semaine dernière à redresser un petit peu la tête et repasser même au-dessus des 50, vous savez, la fameuse ligne qui sépare en théorie la zone d'expansion de la zone de récession. Donc voilà, on a des éléments macroéconomiques qui ne sont pas si mauvais que ça, mais pour autant, effectivement, on continue à avoir des banques centrales, et notamment la Banque centrale américaine, qui est extrêmement prudente et qui nous promet au marché une hausse très graduelle des taux. C'est-à-dire que les marchés, là, ils anticipent quel rythme de hausse de taux après les derniers propos de Janet Yellen et des différents membres de la Fed? Quel rythme les marchés anticipent-ils? Alors, c'est vrai que c'est bien de séparer effectivement les propos de Madame Yellen, donc la présidente de la Réserve fédérale, et puis certains membres qui ont exprimé des vues un petit peu divergentes. D'ailleurs, on peut légitimement se poser la question, est-ce que c'est une communication qui est savamment orchestrée ou finement huilée, ou est-ce que ça traduit plus des divergences de vues au sein des membres de la Fed? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le marché ne voit quasiment aucune hausse sur la réunion de juin. Il y a 80% de probabilité pour qu'il n'y ait pas de hausse au mois de juin. Ah oui, dites donc, parce que jusqu'ici, on était quasi sûr qu'il y aurait de hausse en avril, mais vous nous dites que le marché, maintenant, il n'anticipe même plus au mois de juin. Il faudra attendre la rentrée. 80% de probabilité pour qu'il n'y ait effectivement pas de hausse en juin, donc 20% qui pensent que probabilité qu'il y ait une hausse. Et si on pousse un petit peu plus loin, il faut aller chercher début 2017, février-mars, pour avoir la totalité d'une hausse valorisée dans les anticipations. Et si on regarde même dans un calendrier un peu plus emblématique qui est décembre 2017, donc dans 1 an et demi, on a seulement une hausse et demie qui est totalement valorisée dans la courbe des taux d'intérêt, à mettre au regard jusqu'à maintenant de 6 hausses qui sont pour l'instant prévues par la Réserve fédérale. Donc il y a vraiment une divergence de vue très importante. Elle date pas d'hier, mais une divergence de vue très importante entre le marché
1,5 hausse seulement sur les 18 prochains mois et 6 hausses pour la Réserve fédérale sur le même horizon. Mais ce décalage là entre les anticipations des marchés et les statistiques économiques américaines qui s'améliorent bon an mal an, on a vu dans les chiffres de l'emploi de vendredi dernier, dans les commandes de biens durables en début d'année, on voit une économie américaine qui repart après les interrogations de la fin 2015. Et malgré tout, vous nous dites, le marché n'anticipe quasiment aucune hausse de taux. Cette distorsion entre les stats économiques et l'anticipation de marché, elle peut durer longtemps, Yannick ? Elle peut durer longtemps. Manifestement, la Réserve fédérale inquiète d'un certain nombre d'éléments. Elle met en avant les perspectives globales de l'économie globale. Donc on voit bien qu'on est d'ailleurs sur une banque centrale qui, je vais exagérer dans mes propos, mais qui n'est plus uniquement la banque centrale américaine, mais qui est devenue la banque centrale mondiale, j'ai presque envie de dire. Disons qu'elle a une vue très globale de la macroéconomie. Elle a cité des incertitudes ou des risques sur la Chine. On voit bien qu'elle est embêtée, qu'elle est inquiète. D'accord. Maintenant, il est clair que par ce biais-là, par ce discours, elle maintient la pression sur le dollar. Évidemment, un dollar qui baisse, ce qui est le cas depuis quelques semaines maintenant, c'est bon pour les exportateurs américains. Et puis elle maintient aussi un flou artistique, une incertitude dans les marchés sur réellement ce qu'elle va faire sur les taux d'intérêt. Ça évite aux taux de remonter trop vite. D'accord. Donc c'est bon pour les entreprises aussi américaines qui ne voient pas leurs conditions de refinancement remonter trop brutalement. Et vous nous disiez, ce flou de la Fed, il entretient une baisse du dollar, donc une hausse de l'euro. Est-ce que cette hausse de l'euro là, face au dollar qu'on observe depuis maintenant une bonne semaine, est-ce que ça ne va pas commencer à poser problème à la BCE ? Mario Draghi qui nous avait dit que les taux en Europe ne descendraient pas plus bas. Est-ce qu'il va rester aussi sûr de lui, compte tenu de cette hausse de l'euro qu'on observe en ce moment ? C'est clair que la hausse de l'euro ne fait pas les affaires de la Banque Centrale Européenne qui préfère avoir un euro plutôt faible parce que c'est un moyen de redonner de l'inflation dans la zone euro qui est l'objectif clairement établi de la politique monétaire de M. Draghi. Donc il est évident que la remontée de 5-6% qu'on a vue là, sur le mois de mars de l'euro face au dollar contrecarre en partie ou enquiquine probablement la BCE, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que le marché et les taux d'intérêt en Europe sont très bas, parce que plus l'euro va monter, plus vous allez probablement avoir des anticipations de nouvelles actions de la Banque Centrale Européenne pour appuyer sur la devise. Ouais. Et parité dollar qui va être l'une des grandes boussoles pour les marchés là, dans les prochaines semaines, bien évidemment. Avec cette baisse du dollar qui fait remonter l'euro, ce qui pèse, c'est vrai, sur nos marchés européens depuis quelques jours. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, directeur de la gestion de taux d'OFI AM. Les banques centrales qui continuent à faire la pluie et le beau temps, et Wall Street qui va ouvrir dans quelques minutes. On se retrouve dans un instant avec, depuis New York, Sabrina Quagliozzi, notre correspondante BFM Business sur place. Tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Tous les vendredis sur BFM Business, c'est votre argent. Offrez un coach à votre portefeuille. Marc Fiorentino débriefe l'actualité économique de la semaine. Pour vous, rien que pour vous, les meilleurs spécialistes de la planète vont rejouer la semaine, vous conseiller ce qu'il faut acheter ou vendre. Un patron se livre dans une interview sans langue de bois et les spécialistes de la gestion patrimoniale vous conseillent et répondent à vos questions. C'est votre argent, présenté par Marc Fiorentino, tous les vendredis à 19h sur BFM Business. Aujourd'hui, à 18h, vous avez votre cours de boxe thaï. Mais à 18h, vous avez aussi une réunion imprévue avec Monsieur Nagoya. Et la petite dernière à aller chercher à la danse. Parce que vos journées sont de plus en plus remplies, Société Générale vous fait gagner du temps en vous répondant en moins de 30 minutes sur Twitter. Société Générale.